à tous. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on a voulu vous parler un petit peu plus de notre vie de couple. Alors bien sûr de notre vie de couple en tant que nomades digitaux, pas forcément pour vous parler de nous, mais aussi pour aider certaines personnes. C'est vrai qu'on reçoit pas mal de questions sur comment ça se passe à deux, travailler en voyageant, sur l'avenir, sur la famille. Donc on voulait vous partager notre point de vue. C'est clair. C'est vrai qu'on a beaucoup de questions qui reviennent. La première, c'est d'abord comment est-ce qu'on a décidé d'être nomade. C'est vrai que c'est une décision quand on est seul qui peut venir assez facilement, quand on est fan de voyage, quand on veut être libre. Mais c'est vrai que quand on est deux, c'est une décision qu'on prend à deux. Et je pense que c'est un des ciments de notre couple. C'est une des choses qui a fait qu'on est aujourd'hui hyper soudés, Claire et moi. C'est qu'en fait, très rapidement après s'être rencontrés, on a eu envie de voyager ensemble, on a eu envie de découvrir le monde ensemble et ce terme de nomade digital est très rapidement arrivé puisque Claire à l'époque faisait des études sur ce mode de vie. Et du coup, elle interviewait des dizaines de nomades et en fait, à force de les interviewer, on en parlait entre nous et on a eu envie de le devenir. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Alors moi, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de partir seule, finalement, paradoxalement, même si dans ma boîte, tous ceux qui sont nomades digitaux, c'est plutôt des personnes qui voyagent seules. Je vais vous faire rapidement, parce qu'on vous avait déjà expliqué ça, il y a un podcast où on vous raconte comment on s'est rencontrés, où on vous raconte un peu l'historique, etc. J'étais revenue du Brésil et justement, j'avais envie de me poser, de construire quelque chose. Donc parfois, être nomade, on peut peut-être avoir le sentiment que c'est quelque chose d'instable. Beaucoup de gens, les personnes qui connaissent pas, vont dire oui, tu voyages tout le temps, c'est une sorte de fuite, etc. Et donc je me suis dit, il faut que je construise quelque chose. Et le fait d'être à deux, déjà je me suis dit bon, je voyage, mais en même temps je construis une vie de couple. Enfin, ça me rassurait personnellement. Et du coup, pour la petite histoire, à l'époque, en effet, j'avais découvert le monde des nomades digitaux en logeant dans un co-living. C'est un hôtel réservé aux nomades digitaux dont on vous parlait dans le précédent podcast. Et je me suis dit, c'est un truc de dingue. on a eu envie. Ce mode de vie. Voilà, j'ai envie d'avoir ce mode de vie. Et c'était le moment où on s'est rencontrés. Donc l'idée a un peu mûri à deux. C'est ça. Donc c'est vrai que finalement, c'est arrivé très vite après qu'on se soit mis ensemble. Alors du coup, une question qui revient aussi beaucoup, c'est que finalement, vu qu'on est parti très rapidement au voyage, en fait, on passe énormément de temps ensemble. Et il y a beaucoup de gens qui nous demandent si c'est pas trop dur justement de passer tout son temps ensemble. Alors Non, en soi justement, je pense que là aussi c'est une des forces de notre couple, c'est-à-dire que on a appris, en fait, quand on est nomade digital, on apprend à s'adapter à son environnement. Et je pense que c'est un peu pareil dans le couple, en fait, c'est-à-dire que du coup, on a appris à s'adapter à l'autre. Il faut savoir que Claire et moi, on est quand même vachement différents. Je pense qu'on a deux caractères vraiment opposés, même si on se rejoint sur beaucoup de points, notamment le voyage, notamment sur le fait qu'on est des personnes assez introverties, je pense, mais du coup, entre nous, on arrive vachement à communiquer. Mais par contre, on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Donc c'est vrai que finalement, on fait chacun notre vie, quel que soit l'endroit où on est. On est côte à côte, mais on fait chacun notre vie et limite le soir on se raconte nos journées comme si on s'était pas forcément vu. C'est vrai que c'est quelque chose à laquelle on s'acclimate, on passe vraiment toutes nos journées ensemble, sauf les moments perso où toi tu vas peut-être au sport, ou moi je vais... peut-être j'y vais. Tu vas au sport. C'était plutôt pour dire par exemple, parce que tu fais pas que bien sûr. Moi je vais me balader, j'adore marcher, aller à la plage, tout ça. Et parfois je le fais toute seule. Et du coup on se rend pas compte qu'on est l'un avec l'autre toute la journée. Et des fois on faisait le calcul, on se disait mais en fait par rapport à des amis qui ne se voient pas, de 8h du matin jusqu'à 18-19h à rentrer du travail le soir. Des amis en couple, tu veux dire. Des amis en couple. Finalement on a passé un temps fou ensemble. Mais comme tu dis, on est chacun derrière nos ordinateurs. Et puis parfois on échange sur notre matinée seulement à l'heure du déjeuner. Donc justement c'est un super équilibre qui fait qu'on se lasse pas, je pense. Ouais, puis c'est bien parce que du coup c'est vrai que en fait on est devenu, ça c'est quelque chose qu'on répète souvent et qu'on aime bien dire quand on parle justement d'être en couple et nomades digitaux, on est devenu un peu au-delà d'être ensemble, on est devenu des amis, des collègues de bureau, on est tout à la fois en fait. Donc c'est vrai que des fois on change de costume et quand on est tous les deux en train de bosser, on va demander conseil à l'autre, ou on va débriefer autour d'un truc, on a besoin d'un avis extérieur et vu qu'on bosse pas pour les mêmes entreprises, qu'on bosse pas sur les mêmes projets, justement ça donne tout de suite du sens à ce que va nous dire l'autre en fait. Ouais, c'est vrai que quand on dit qu'on bosse ensemble, il y a peut-être des personnes qui peuvent croire qu'on est sur le même projet, on est dans des boîtes différentes. À la fois, comme tu dis, on est tous les deux, on travaille tous les deux en marketing, donc on peut souvent se demander l'avis, etc. Qu'est-ce qu'on en pense. Donc c'est super pratique. Et on en revient aussi au point qui fait qu'on n'a pas forcément ce besoin d'aller dans les coworking
parce que voilà, il y a cette motivation. Moi je sais que quand je te vois bosser, ça me met tout de suite dans une ambiance de travail. Alors que quand je suis toute seule dans une chambre, on peut vite un peu se disperser, et faire autre chose. Alors du coup, la troisième question qui revient très souvent, c'est le fait de ne pas avoir de chez soi, de chez nous. C'est vrai qu'on nous demande à chaque fois comment on fait quand on rentre en France. Est-ce que c'est pas trop dur de ne pas avoir d'appartement à nous? Alors c'est vrai qu'il faut savoir que c'est un peu particulier parce que nous, en fait, depuis qu'on se connaît, on n'a jamais eu d'appartement à nous. Quand on s'est rencontrés, moi j'avais mon appart. T'avais ton appart, ouais. Voilà, je l'ai rendu assez rapidement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, on est en 2021, mais avec le 1 an et demi de Covid qu'on a vécu, personne n'avait prévu ça forcément. Et du coup, on a passé beaucoup de temps chez les parents de Claire, qui nous ont gentiment accueillis. Et chez qui, du coup, on pose nos affaires quand on rentre en France. En général, on reste pas trop longtemps. Et du coup, à l'avenir. Ouais, l'avenir, on est en train de décider. C'est vrai qu'en fait, on n'avait pas du tout prévu ça. Donc, on pensait vraiment vivre quasiment toute l'année à l'étranger. Donc, on ne s'est pas du tout posé la question d'acheter quelque chose ou en France. Parce que c'est vrai que pour le coup, alors il y aurait l'option location. On a demandé à des nomades en fait sur des groupes Facebook comment ils faisaient. Et eux, en fait, en général, pas tous, mais ils sont en mode Airbnb partout dans le monde. C'est-à-dire qu'ils aillent au Mexique, qu'ils aillent, je sais pas moi, aux États-Unis, etc. Ils vont louer Airbnb et de la même manière qu'en France. Sauf que nous, au bout de 2 ans, et ça c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant, la perception de la vie de nomade, je pense qu'elle évolue beaucoup. Au début, on se disait, voilà, pas matérialiste, tout ça, on n'a besoin de rien, on n'a pas besoin de se poser. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'on a besoin d'un certain confort. Et pour la première fois depuis quelques mois, je pense que vraiment on se dit ce serait quand même bien d'avoir notre chez nous. Et justement, l'option location, pour nous, louer en Airbnb à chaque fois qu'on serait en France, ça répondrait pas vraiment à ce besoin. Nous, on a vraiment envie d'avoir, je pense aussi le fait de voyager, de voir des hôtels plus différents, des fois de la déco, on a envie de personnaliser notre truc. On voit tous nos amis qui emménagent dans leur grande maison, on se dit on aimerait bien aussi avoir notre truc. Après voilà, ça c'est peut-être qu'on vous fera un podcast spécifique quand on aura trouvé la réponse, mais il faut aussi trouver le juste milieu entre louer quelque chose qui soit pas vide 8 mois sur 12 si on n'est pas là. Donc on se pose la question de louer quelque chose qui soit, d'acheter quelque chose qui soit louable quand on n'est pas là, mode Airbnb, tout ça. Donc on étudie ça, mais c'est vrai qu'en général les nomades digitaux sont plutôt en mode location, quel que soit l'endroit dans le monde. C'est la base de la définition en fait, c'est le fait de bouger tout le temps, donc c'est vrai que du coup tu peux pas avoir forcément un point d'attache. Voilà. Après, tu disais que c'est vrai qu'il y a beaucoup de nomades qui prennent des Airbnb même quand ils sont en France. Nous, on a quand même cette chance d'avoir des familles qui peuvent nous accueillir si c'est pour des périodes assez courtes. Donc on va pas se plaindre de ça, mais c'est vrai que c'est quand même agréable de se dire qu'on pourrait avoir un petit pied-à-terre à nous et effectivement le mettre en mode location quand on n'est pas là. C'est vrai qu'aussi on s'était même dit, est-ce qu'on n'achèterait pas dans un autre pays, par exemple au Portugal, etc. Mais du coup, c'est vrai qu'on a ce besoin, vous en parlez déjà, de revenir en France souvent. Donc nous, l'intérêt, ce serait plutôt d'avoir un endroit où là, on a toute notre famille, nos amis, même si c'est pour revenir, 2 semaines tous les 3-4 mois. Mais ça ferait plus de sens. On a la chance aussi, finalement, parce que c'est pas donné à tous les couples, mais on a la chance de s'être rencontrés et de vivre au même endroit en France. Que tous nos proches viennent du même endroit, parce que c'est vrai que des fois il y a des couples de nomades qui se forment forcément parce qu'ils se croisent dans un pays, mais ils viennent de 2 pays complètement différents. Nous, c'est quand même une chance de se dire que voilà, quand on rentre, on a ses proches et mes proches à disposition tout le temps. Donc en termes de région, a priori, ce serait en Rhône-Alpes si on devait acheter quelque part. Il n'y aura pas de débat. Alors ensuite, une question qui revient, c'est est-ce que vous voulez des enfants, et notamment est-ce que vous allez continuer à voyager quand vous aurez des enfants? Donc je te laisse répondre. Déjà, c'est vrai que c'est une question qui revient parce que forcément, tu as parlé de nos amis tout à l'heure, on a tout notre entourage qui arrive dans la période où ils ont des enfants, où ils vont en avoir, où la question est vraiment sur la table. Et du coup, forcément, nous, on n'y échappe pas. Quand on s'est rencontrés, c'est arrivé assez vite d'ailleurs parce qu'on est tous les deux trentenaires, depuis peu, mais donc du coup, voilà, c'est une question qui revient naturellement. C'est vrai que je pense que quoi qu'il arrive, clairement, on veut des enfants, ça c'est une évidence. Et du coup, c'est une discussion qu'on a souvent, mais où il n'y a pas du tout de tabou entre nous. On a tous les deux pris en compte le fait que c'était possible de voyager avec des enfants parce qu'on l'a vu de nos propres yeux quand on est allé notamment à Bali sur notre premier grand voyage où on a vu des dizaines de couples avec des enfants en bas âge et on s'est dit que nous, si sur jamais… Des scooters. Sur des scooters, bon ça c'est un détail, mais on s'est dit que si jamais nous on avait des enfants, on serait ce type de couple-là et qu'il fallait pas que ça nous ferme des portes pour autant. Ouais, c'est vrai que souvent, quand on est nomade digitaux, on a beaucoup de personnes qui ont premier sentiment de peur, de frein, qui vont vous dire non mais c'est pas possible de voyager avec des enfants pour la scolarité.
Nous, au contraire, moi je vois plein de familles, sur les réseaux sociaux par exemple, qui nous inspirent. On peut parler des avantages. L'enfant, alors on n'en a pas encore, on ne peut pas vous assurer que c'est le cas, mais voilà, il apprend à être plus tolérant, il rencontre d'autres enfants, il a une éducation complètement différente, je ne vais pas dire plus riche qu'une éducation typique, mais en tout cas c'est le genre d'éducation, nous, qui nous fait vraiment rêver pour nos enfants. Oui, il grandit avec plusieurs cultures, il apprend plusieurs langues, enfin vraiment, il y a ce côté vraiment, mais en fait, liberté qu'on ressort vraiment à toutes les sauces parce que pour nous c'est la base de tout et ce serait bien de pouvoir inculquer ça directement si on a des enfants parce que forcément c'est les valeurs que nous on véhicule et qu'on veut retransmettre quoi. Ouais, je pense que typiquement nous on aurait beaucoup aimé avoir ce genre de vie là, voyager relativement jeune. Alors bien sûr peut-être qu'on fera des voyages plus longs en termes de temps sur place, peut-être qu'on s'installera 6 mois, 1 an dans un pays, ça il faudra voir, mais voilà, le fait d'être à l'étranger pour nous la vie continuera de la même manière. C'est clair. Alors ensuite, une question qu'on a déjà abordée là aussi, mais on va rapidement revenir dessus, c'est du coup on nous demande est-ce qu'on prend des vacances et comment on les prend. Je pense que la mieux placée pour en parler c'est Claire parce que récemment elle a dû poser des vacances dans certaines circonstances et ça s'est pas forcément passé comme tu voulais. Ouais, alors en fait vraiment c'est pas un cliché, donc moi je suis en CDI, je suis salariée et j'oublie vraiment de poser mes vacances dans le sens où on voyage toute l'année, on est au Mexique, tout ça. Franchement, on n'a pas forcément, je me rends compte que passer 3 mois au Mexique sans travailler, ça nous correspondrait pas. Enfin, en tout cas, ça me correspondrait pas, toi non plus. Je pense qu'on s'ennuierait. Nous, ce qu'on adore, c'est se lever du lundi au vendredi, on est à fond, on bosse, etc. On profite aussi toute la semaine, parce que alors, en général, on aime bien faire les deux dans une même journée. Mais voilà, cet équilibre entre travailler depuis l'étranger et profiter, et être que en vacances, c'est pas forcément ce qui nous fait rêver. Donc du coup, je me suis retrouvée avec énormément de vacances. On était en France, finalement, j'ai dû le poser avant mai, donc c'était une période où on était en France, en plus il pleuvait. Juste avant qu'on parte en Grèce, et t'étais pas finalement au top de ta forme. Hein. Bah ouais, c'était un peu les vacances pas forcées, mais voilà. Donc, alors on a expérimenté des vacances choisies entre guillemets, enfin des vacances prises à Santorin. On avait vraiment posé une semaine, quelques jours en Jordanie, mais voilà, c'est toujours pareil. En général, on pose plutôt des jours par-ci par-là. On vous le disait, il me semble dans un autre podcast, ça va être sûrement les destinations où on sait qu'il y a des grosses activités à faire à la journée, comme par exemple en Jordanie où vous réservez un pass qui coûte très cher, je crois $150 pour aller à Petra, 3 jours. Donc on s'est dit on va maximiser à fond les 3 jours, on peut pas trop y aller 2-3 heures parce qu'on travaille. Pareil à Santorin, c'est une destination qui coûte cher, donc on voulait quand même bien profiter, on a posé les vacances à ce moment-là. Ouais, je pense que ça c'est un critère important, c'est que si c'est des destinations chères et où on sait qu'on va vouloir justement profiter un max, c'est là qu'il faut les poser justement. Si j'avais su, j'aurais peut-être posé aussi des vacances aux Philippines, puisque le temps d'acclimatation a été assez compliqué, il y avait très peu de réseau Wi-Fi, enfin en tout cas j'ai dû trouver les bonnes îles, j'ai mis quand même plusieurs jours, donc ça c'est un petit conseil que je peux vous donner, peut-être poser au moins une semaine pour essayer de vous caler dans un endroit où ça va le faire. Alors c'était pas prévu, mais du coup tu me tends une perche parce que tu parles des Philippines, et il y a une question qui revient beaucoup, c'est est-ce que vous voyageriez l'un sans l'autre ? Alors du coup, je parle des Philippines parce que Claire était partie pendant 1 mois aux Philippines sans moi l'an dernier, quand j'ai commencé mon CDI justement. Et je pense que c'est une question intéressante parce que pour le coup, Claire, elle aurait aucun mal à voyager sans moi. Elle l'a déjà fait, elle le referait sans problème. Elle est partie en Turquie, elle est partie aux Philippines. Moi, c'est différent dans le sens où j'ai pas beaucoup voyagé tout seul. Alors j'ai eu l'expérience quand même puisque tu étais rentré en France quand on était à Bali. Donc du coup, j'avais passé une semaine là-bas tout seul et je trouvais ça hyper intéressant de se retrouver avec soi-même. On apprend vraiment à mieux se connaître, on est obligé de s'ouvrir aux autres et tout, donc c'était hyper intéressant. Mais j'étais déjà sur place. Mais le fait de prendre la démarche, de partir tout seul, d'y aller et tout, pour l'instant, je pense que je serais pas prêt, honnêtement. Donc c'est intéressant comme débat, je pense. Ouais, c'est vrai que pour des petites périodes comme ça, tant qu'à faire, si l'un ne peut pas, voilà, toi tu commençais, t'avais pas encore négocié. Moi, j'avais envie de partir, donc on l'a fait. Mais comme je fais beaucoup de liens avec les podcasts, mais on vous en parlait dans un podcast où je parlais de voyager seule, notamment en tant que fille, mais bon, ça vaut pour tout le monde. C'est vrai que c'est là, comme tu disais, où on apprend à se connaître le mieux. Moi, par défaut, j'ai commencé à voyager toute seule avant pour le loisir quand je vivais au Brésil parce qu'il y avait plein d'amis qui pouvaient pas voyager, ils n'étaient pas tout le temps dispo, donc je me disais autant le faire. Et c'est vrai que c'est des moments, c'est vraiment 2 types de voyages différents et je pense qu'il faut vraiment tester les 2 au moins une fois, même si on est en couple. Voilà, c'est vraiment génial et au contraire, on se retrouve, on a encore plus de choses à se raconter. Voilà, même si c'est sûr que si les 2 peuvent, on va éviter. Voilà, du coup on tenait à faire ce podcast parce que c'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent. Il y a beaucoup de nomades qui voyagent seuls, il y en a aussi de plus en plus qui sont en couple, surtout avec le fait que le
le télétravail de plus en plus se démocratise de plus en plus. Donc voilà, on espère vraiment que ça répond à certaines de vos questions, que ça vous aide. Ouais. Il y a vraiment différents types de nomades. On a vu des nomades qui voulaient être nomades pendant 2-3 ans pour ensuite se poser. Donc on parlait d'avoir un chez soi, etc. Donc faire le truc à fond pour ensuite fonder une famille en France. Il y a ceux peut-être comme nous qui voient ça comme quelque chose dans la continuité. Après on sait jamais, hein, peut-être qu'on va changer d'avis, peut-être qu'un jour on aura besoin de se caler quelque part. Mais pour l'instant c'est notre sentiment. Donc il faut vraiment que vous trouviez la solution qui vous plaît. On espère une fois de plus que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours, c'est vrai que nous on adore savoir ce que vous en pensez. Si jamais vous avez des idées de podcast ou des questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde, ce serait avec plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner, que ce soit sur YouTube si vous nous regardez ou sur n'importe quelle plateforme de podcast pour être averti dès qu'il y a un nouvel épisode. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram. Ouais, sur TikTok aussi depuis peu. Et oui. Et puis on a mis en place un appel gratuit. Si jamais vous êtes intéressé par notre formation et que vous voulez échanger directement avec nous, vous avez juste à aller sur le lien qu'on vous mettra sous la vidéo. Et du coup, voilà, n'hésitez pas. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on vous dit à très vite. À très vite pour un nouvel épisode.